Salut, le vendredi c'est n'importe qui et aujourd'hui c'est moi. Donc je suis qui moi? Je suis Émile Morel, je suis le lead game designer de Rayman Legends, voilà. Et normalement je suis à Montpellier, mais là de passage à Paris, je me suis dit que j'allais venir enregistrer une petite émission. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc au sommaire, on aura les sorties animées manga, avec notamment le box Blu-ray de Kids on the Slope, un reportage sur un jeu de société Mascarade, et pour finir, les oubliés de la Playhistoire avec un Game & Watch étrange, Bassmate Computer. Et tout de suite, c'est les news. Man has created hell on earth. Les développeurs de Big Finish Games viennent de dévoiler un nouveau trailer de plus de 8 minutes pour Tesla Effect, la nouvelle aventure de Tex Murphy. Détective privé dans un futur post-apocalyptique, Tex a fait les beaux jours des jeux d'aventure sur CD-ROM dans les années 90, avec des titres comme Under a Killing Moon ou The Pandora Directive, mélangeant séquences d'enquête en 3D et scènes filmées. C'est peut-être la seule série à avoir su tirer son épingle du jeu dans le genre film interactif, trouvant le juste équilibre entre cinématique et gameplay. En dehors d'une courte série de drama audio au début des années 2000, on était sans nouvelles de Tex depuis sa dernière aventure en date, Overseer, qui s'achevait par un cliffhanger jusqu'alors resté irrésolu. C'était il y a plus de 15 ans, mais l'attente semble enfin terminée. Suite à une campagne Kickstarter couronnée de succès, Tex s'apprête en effet à faire son grand retour. Les séquences vidéo sont tout à fait dans l'esprit des précédents épisodes, avec ce petit côté cheesy qui fait partie intégrante du charme de la série. On nous promet une grande aventure avec plusieurs chemins possibles pouvant mener à 3 fins différentes. Parmi les acteurs prenant part à cette nouvelle affaire, outre Chris Jones qui endosse pour la 6e fois l'impair et le fedora de Tex, on retrouve quelques autres habitués de la série. Citons Larry Thomas, June Lockhart, Kevin Murphy et même Todd Bridges. Oui, celui-là même qui incarnait Willy dans Arnold et Willy. Le jeu est attendu pour le début d'année prochaine. They were the fiercest men. The Caribbean was their territory. C'est désormais officiel, un Assassin's Creed va sortir sur tablette et smartphone exclusivement. Et pas n'importe quel Assassin's Creed, puisqu'il s'agira d'un titre entièrement consacré aux pirates et aux batailles navales. Le joueur incarnera Alonso Battaglia. Il devra se faire une place dans le monde de la piraterie, en gérant son propre équipage que l'on recrutera soi-même, ainsi que ses navires, qu'il sera possible d'améliorer au fur et à mesure. Le but ultime étant de mettre la main sur un trésor hors du commun, et de devenir le pirate le plus respecté de son temps. Le titre devrait sortir cet automne et contentera à coup sûr les jeunes moussaillons. La Petite Mort est la BD de Davy sortie le 4 septembre aux éditions Delcourt. Pour accompagner cette sortie, c'est désormais un jeu vidéo développé par Game Atelier qui est disponible gratuitement sur iOS. Le titre prend l'apparence d'un jeu de plateforme coloré où vous devrez incarner la Petite Mort elle-même en pleine action, faux en main. 80 niveaux, de nombreuses options à débloquer, de quoi passer de bons moments dans cet univers mimi et morbide. Donc maintenant ça va être au tour de la rubrique animé manga, et forcément moi animé ça me fait penser à Rayman Legends, donc un jeu globalement entièrement en 2D avec quelques éléments en 3D dans celui-là, mais c'est quand même globalement de la 2D. Nos personnages sont en 2D et on travaille avec un moteur qui s'appelle l'UbiArt Framework et qui permet vraiment très facilement d'intégrer de la 2D dans le moteur du jeu directement. Donc nos animateurs travaillent sur des tablettes graphiques, ils dessinent les personnages. Et ensuite, avec des petites clés d'animation, ils les placent sur leurs personnages en 2D et ils créent comme ça des animations. Ils déforment en gros les formes des personnages, les bras, la tête. Et c'est comme ça qu'on anime nos personnages et c'est comme ça qu'on a ce résultat vraiment qui fait cartoon dans Rayman. Voilà, donc tout de suite, on regarde la rubrique animé manga. La pente, pour monter jusqu'au lycée Higashi de la ville de Sasebo dans la région de Nagasaki, est une épreuve que ses élèves doivent affronter chaque jour. Kaoru ne tarde pas à le découvrir alors qu'il vient d'arriver dans cette ville de l'ouest japonais. Cette pente sera le symbole de son parcours dans l'établissement entre 1966 et 1968, tel qu'on le suivra dans Kids on the Slope. Facile à grimper quand il sympathise avec Sentaro, la pente sera nettement plus raide à gravir quand il sera en proie aux tourments de l'adolescence. Un triangle amoureux se forme rapidement entre Sen, Bon, le surnom de Kaoru, et la charmante Ritsuko ou Richan. Tous ensemble, ils seront liés par-delà les épreuves grâce à leur amour du jazz. Et c'est dans le sous-sol de la boutique du père de Ritsuko que les jeunes gens peuvent s'adonner à cette musique.
Sakamichi no Apollon est à la base un manga pour jeunes filles dessiné par Kodama Yuki, mangaka originaire justement de la ville de Sasebo. C'est le jeune studio MAPPA qui en assure l'adaptation animée, diffusée l'an dernier en simulcast et sur No Life. Si c'est la première production du studio, l'équipe est néanmoins composée de vétérans. Elle est menée par le producteur Maruyama Masao, que nous avions croisé à Japan Expo 2012 pour une petite interview, toujours disponible sur No Life Online. Au character design, Yogi Nobuteru oublie un temps ses nez pointus si caractéristiques pour rester fidèle au manga d'origine dans un style beaucoup plus doux. À la musique, qui occupe un rôle essentiel ici et offre ses plus beaux moments d'émotion à la série, Kanno Yoko, de quoi rassurer sur la qualité de la bande-son. À la réalisation, Watanabe Shinichiro, à qui l'on doit l'inoubliable Cowboy Bebop, entre autres, et qui vient tout juste de révéler son nouveau projet, Space Dandy. Le réalisateur est lui aussi fidèle au ton d'origine, moins flamboyant que sur ses autres séries. Même pour les moins mélomanes, la série permet d'apprécier le plaisir du jazz, de l'improvisation et tout simplement de la musique avec une légèreté qui fait chaud au cœur. Et si le jazz est une histoire sérieuse pour les personnages, Kids on the Slope évite d'être trop austère pour les néophytes. Entre les histoires de cœur inévitables, le réalisateur continue de s'intéresser à des personnages marginaux comme il les aime tant. Après tout, les jazzmen chrétiens à Nagasaki dans les années 60, il ne devait pas y en avoir des tonnes. Cette série peut également évoquer des thématiques surprenantes comme les révoltes étudiantes de l'époque. L'anime nous procure quelques moments de grâce musicaux et de bonheur animé, tout en évitant les écueils d'une série classique qui s'éterniserait un peu trop. Diebeck sort aujourd'hui l'intégrale de la série, soit 13 épisodes, en combo DVD et Blu-ray, dans une édition physique, tout ce qu'il y a de plus sobre. Packaging au plus simple, pas de bonus et VOST seulement. La version Blu-ray est dotée d'un grain assez fort, étonnant à première vue, mais c'est un détail qui se laisse oublier pour les moins exigeants. On se laisse happer sans difficulté par le tempo jazzy de la série, et c'est avec impatience qu'on attend d'une part la prochaine série du studio MAPPA, et d'autre part celle de Watanabe Shinichiro, qui continue à nous faire vibrer à chaque nouvelle œuvre. À la fin des années 50, alors que Tezuka Osamu règne en maître incontesté dans les revues de manga, un autre circuit de distribution, basé à Osaka notamment, existe en parallèle, les librairies de prêt. Certains auteurs publiant dans ce circuit ne veulent pas se cantonner au cadre du story manga et au style enfantin tel que défini par Tezuka. Entre 57 et 59, Tatsumi Yoshihiro invente le terme Gekiga pour définir son travail, des histoires plus adultes, plus cinématographiques. Gekiga Fanatics, dessiné par Matsumoto Masahiko, un des compagnons de route de Tatsumi, raconte de manière semi-autobiographique la vie pas toujours évidente de ces jeunes dessinateurs d'Osaka. Le petit groupe veut révolutionner son art dans les années précédant la fondation de l'atelier de Tatsumi en 1959. Ce volume, édité en France par le Lézard Noir, apporte une autre vision de ce que Tatsumi raconte également dans son récit Une vie dans les marges, publié aux éditions Cornelius. On y croise donc certaines têtes historiques connues de ceux qui s'intéressent à cette période de l'histoire du manga. Et tout le monde n'y est pas présenté sous son meilleur jour. C'est ainsi le cas de Saito Takao, futur auteur de Golgo 13, qui deviendra malgré lui le représentant du Gekiga. D'ailleurs, le mangaka en personne explique dans la postface de ce volume qu'il regrette l'image qu'avait de lui son ancien compagnon. Le Lézard Noir nous surprend encore une fois avec un choix éditorial qui sort des sentiers battus. Ce manga permet de se faire une idée du quotidien des personnes qui avaient des idées, mais pas forcément beaucoup de moyens. Ça devrait parler à certaines personnes.
Donc on va maintenant regarder un reportage sur un jeu de société qui s'appelle Mascarade. Et le jeu de société, nous c'est un truc à Montpellier, il y a vraiment un club, il y a quelques personnes dans le studio qui sont très très fans de jeux de société, qui jouent le midi, qui sortent leur grosse boîte et qui jouent sur la table le midi dehors, ils aiment vraiment beaucoup ça. Moi ce que j'aime dans le jeu de société, c'est qu'on se réunit tous ensemble, c'est le côté vraiment tout le monde est autour de la table et on partage une expérience. Et dans Rayman Legends, on voulait recréer ça aussi, évidemment avec le mode coop au sein du jeu où on joue avec ses copains sur le canapé. Et avec le mode Kung Fu, qui est un petit mode de jeu, un espèce de mini-jeu, voilà, un mélange entre du foot et puis du Kung Fu. Parce qu'on peut évidemment taper dans le ballon pour marquer des buts, mais aussi taper ses potes, c'est ça qui est rigolo, c'est ça le fun de Rayman. Voilà, on regarde tout de suite le reportage donc sur Mascarade. C'est au CNJ, Centre National des Jeux, que nous avons rencontré Bruno Fedouti à l'occasion du lancement de son nouveau jeu Mascarade. Grand passionné de jeux de société et de GN, il est l'auteur du célèbre Citadel sorti en 2000, jeu qui a très bien fonctionné. Bruno Fedouti n'est pas seulement auteur de jeux, il est avant tout docteur en histoire et professeur d'économie et gestion en lycée. On se demande donc d'où est venue cette envie de créer des jeux. J'ai toujours un peu rêvé d'écrire, mais j'ai pas la force. J'ai pas la volonté, j'ai pas le temps. Et le jeu c'est tellement plus facile. On publie régulièrement et ça m'amuse de créer des jeux. Et je pense que pour moi c'est un petit peu un succès d'année de l'écriture. Des échecs à Donjons et Dragons en passant par des jeux basés sur le bluff, Bruno Fedouti a joué à toutes sortes de jeux. Cette expérience de joueur l'a à coup sûr influencé lors de la création de Mascarade. Je crois que ce jeu est parti de deux idées. Deux fantasmes de créateurs que j'avais. L'un qui était de faire un jeu très épuré, très simple, où chaque joueur a une carte et c'est tout. Comme dans les Loups-Garous par exemple, mais que ça ne soit pas la 20e copie des Loups-Garous. Voilà. Donc je voulais faire un jeu où chaque joueur joue avec une seule carte. Et de ce point de vue-là, Mascarade c'est presque ça. L'autre idée, je me suis inspiré d'un vieux jeu, vieux, des années 80 ou 90, japonais auquel j'ai joué un peu par hasard, qui s'appelait Warumono, et dans lequel il y avait, c'était un jeu de plateau, on déplaçait des pions sur un petit plateau avec des dés et tout. Chacun voulait s'enfuir avec la valise qui contenait le butin d'un cambriolage. Et les joueurs s'échangeaient la valise et il y avait des moments où on ne savait plus très bien qui avait la valise. Et donc voilà, il y avait un système d'échange et je me suis dit, je peux reprendre juste ce petit point-là de ce jeu et faire un jeu complètement différent qui soit basé uniquement là-dessus. Et c'est ce que j'ai fait avec Mascarade, qui est basé presque entièrement sur le fait que, on peut de temps en temps prendre son personnage, prendre le personnage d'un autre joueur, prendre les deux cartes sous la table et les échanger ou faire semblant de les échanger. Et donc les autres joueurs ne savent pas si vous avez échangé ou pas. Donc Mascarade, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, il s'agissait de faire un jeu de bluff où non seulement on ne sait pas très bien quelles sont les cartes des autres joueurs, comme quand on joue au poker, en plus on ne sait même pas très bien ou on n'est pas tout à fait sûr de quelles sont nos cartes à nous. On peut dire « je suis tel personnage ». Si personne ne conteste en disant « non, c'est moi », à ce moment-là, on applique le pouvoir du personnage. Par exemple, le roi prend 3 pièces d'or à la banque. Si quelqu'un conteste, tous les joueurs qui prétendent avoir le personnage révèlent leur carte. S'il y en a un qui était effectivement le roi, dans ce cas-là, il prend 3 pièces d'or à la banque. Et tous ceux qui se sont trompés payent une pièce d'or d'amende au tribunal. Le jeu est sorti le 28 juin 2013 et semble bien parti pour connaître le même succès que Citadel. Pour conclure cette interview, nous avons demandé à l'auteur de décrire son jeu en 3 mots. Pour décrire Mascarade en 3 mots, je dirais qu'il y a des personnages, du bluff, et c'est tout. 2 mots suffiront. Donc tout de suite on va regarder les oubliés de la Playhistoire avec un sujet sur un Game & Watch. Et donc moi les Game & Watch j'ai beaucoup joué quand j'étais petit parce que voilà, quand j'étais petit il y avait ça, il y avait les Game & Watch, c'était le truc auquel j'avais accès.
Et il y en a un qui m'a torturé, mais des nuits entières, c'était un Mickey et Donald, je sais pas si les gens y ont joué, c'était sur 2 écrans. Il y avait, je crois, Mickey qui était en haut, l'inverse c'était Donald, on m'en voudrait pas. Bref, il y en avait un qui devait éteindre le feu avec son tuyau, il devait se déplacer de fenêtre en fenêtre et éteindre le feu. Et en bas, il y avait des fuites d'eau sur le tuyau, et je crois que Mickey devait boucher les fuites d'eau avec son doigt. Donc il fallait jouer sur les 2 écrans en même temps, c'était complètement dingue, mais c'était une torture. Moi j'étais petit, c'était horrible, ça m'a traumatisé ce jeu. Voilà, mais il était quand même vraiment sympa. Tout de suite, on regarde les oubliés de la Play Store. Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Stop, on arrête tout! Ouais, je sais, l'illusion est absolument incroyable. Faut dire qu'avec Benzaï, on se ressemble tellement. En fait, c'est juste qu'aujourd'hui, je voulais pas vous parler d'un jeu vidéo en tant que tel, mais plutôt de vous montrer un objet particulièrement collector et méconnu de la Playhistoire. D'où mon envie de faire un petit coucou Hard Corner. Oui, tu veux dire quelque chose? Ah bon, Benzaï? Tu l'as croisé dans le couloir là tout à l'heure et tu crois qu'il... Oh, bonjour et bienvenue dans le Hard Corner. Bah quoi? Oh, bonjour Benzaï et bienvenue dans les oubliés de la Playhistoire. Vache, je sais pas comment t'arrives à parler tout le temps comme ça, toi, c'est impossible quoi. Ouais, c'est pas mal ici. J'y installerais bien un magasin, moi. Dis-moi, prof Florent, ça te brancherait de faire le ménage? Si tu veux, je t'embauche. Le ménage? Moi non, mais je connais un joueur qui range très bien son grenier, hein. Peut-être qu'il pourra te filer un coup de main. Bon, c'est pas parce que Benzaï s'est incrusté qu'on va pas bosser, hein. D'ailleurs, aujourd'hui, je voulais vous montrer ça. Qui est-ce qui peut me dire de quoi il s'agit? Fastoche, ça c'est un Game & Watch, j'ai le même à la maison. J'y joue encore plus que ma PS Vita. Les amateurs de l'histoire des jeux vidéo connaissent déjà très bien les Game & Watch, les ancêtres des jeux vidéo portables détournant de bien belle façon la technologie des écrans LCD, alors utilisés pour les calculettes. Inventée en 1980 par Yokoi Gunpei et son équipe au sein de Nintendo, chaque machine ne contenait qu'un seul jeu et les patterns d'affichage étaient encore très limités. Mais les enfants de l'époque se sont malgré tout beaucoup amusés avec ces jouets, et notamment avec Donkey Kong, l'adaptation sur 2 écrans de la borne d'arcade. D'ailleurs mes enfants, saviez-vous combien de modèles de Game & Watch ont été réalisés chez Nintendo? Moi je sais, la ferme, moi je sais, 59. Ouais, 59, ouais c'est ça, bah bravo Benzaï. 59, c'est effectivement le nombre officiel de Game & Watch sorti dans le commerce. Mais il y a peu, on a retrouvé un étrange objet appelé Best Made Computer, une petite machine faisant penser à un Game & Watch. Sorti en 1984, il reprend pratiquement le même design que les modèles multiscreen de Nintendo et utilise une technologie similaire. Même les boutons sont identiques. Cela dit, en dépit de ces ressemblances, les joueurs n'ont jamais prêté la moindre importance à cet engin, vu que ce n'était pas vraiment un jeu, et ensuite parce que la marque américaine vendant ce produit n'avait strictement rien à voir avec l'industrie du jouet ou bien Nintendo. Mais attends, si c'était pas un jeu, c'était quoi ce truc? Très bonne question, Benzaï. En réalité, comme son nom l'indique, il s'agit d'un assistant électronique très pratique pour les amateurs de pêche. Concrètement, l'écran du bas vous demande de rentrer un certain nombre de paramètres, comme la saison, la température de l'eau, sa profondeur, le moment de la journée, etc. Et lorsque vous appuyez enfin sur le bouton Compute, l'écran du haut vous indique ensuite quelle heure vous devez utiliser pour considérablement maximiser vos chances de prise. Bref, pour un pêcheur assidu, Best Made Computer est un outil très ingénieux et particulièrement utile. Ouais, ok, ça a l'air super pratique pour aller à la pêche au moule ou je sais pas quoi, mais c'est Nintendo qui l'a fait, oui ou non? J'y viens, Benzaï, sois patient. En effet, le collectionneur hollandais Erik Voskuil a récemment découvert quelque chose de très intéressant. Comme je vous le disais, si les collectionneurs de Game & Watch ne se sont jamais intéressés à cet objet, c'est parce que ce n'était pas un jeu et parce que la mention Nintendo ne figurait nulle part. Bref, ça ressemblait à un Game & Watch, comme des milliers d'autres jeux électroniques qui sont sortis tout au long des années 80. Pourtant, en ouvrant la machine, quelle surprise de découvrir que le nom Nintendo figurait bel et bien sur le produit. Et lorsqu'on étudie aussi la notice en détail, on remarque que la firme de Kyoto est discrètement mentionnée à l'avant-dernière page. Non mais c'est complètement dingue! Best Made Computer était bien un produit Nintendo! Mais pourquoi personne l'a jamais découvert avant? Mais Nintendo le cachait ou quoi? Non, Nintendo n'a rien cherché à cacher du tout. Mais suite à cette découverte, nous avons mené une petite enquête et retrouvé les auteurs de ce produit. Il s'avère que c'est la société américaine Telco qui, en découvrant les Game & Watch, a eu l'idée de ce gadget. Telco a ainsi contacté Nintendo et ils leur ont demandé si ces derniers pouvaient les aider à développer ce mini-ordinateur. Yokoi Gunpei, grand amateur de pêche et intéressé par le challenge, a accepté.
Voilà comment est né Bassmet Computer. Il s'agit donc bien d'une idée extérieure, mais élaborée et conçue par Nintendo. Cette machine utilise leur savoir-faire et leur technologie, mais elle est vendue pour le compte d'une autre marque. D'ailleurs, depuis que tout cela a été révélé sur internet, ce cousin des Game & Watch qui ne partait même pas pour 2 $ sur les sites d'enchères a subitement vu son prix gonfler. Mais ce qui est important pour nous dans cette affaire, c'est que nous avons une nouvelle preuve que Nintendo travaillait encore comme prestataire pour le compte de marques extérieures au milieu des années 80. Cela veut aussi dire qu'il se cache peut-être encore un certain nombre d'objets ou de jouets méconnus développés par Nintendo mais vendus sous une autre marque. Bon ce sera tout pour aujourd'hui mes enfants, et puis merci Benzaï d'être passé aujourd'hui. Oui? Tu veux dire quelque chose pour conclure? Ouais ok, ton truc ça a l'air pas mal, mais moi j'ai pas besoin de ça pour choper des thons. Et donc voilà, on arrive à la fin de ce 101%, donc merci de l'avoir regardé. Je vous retrouve sur No Life pour 2 extra live sur Rayman Legends. Vous aurez plein d'anecdotes, plein d'infos, j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de jouer au jeu, il est a priori pas trop mal. Voilà, merci et à bientôt.